Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread d'horreur que vous appréciez tant. C'est pour ça que je vous en propose de plus en plus et que je me casse le cul de plus en plus à en chercher parce que forcément plus t'en fais, moins il y en a. Donc il faut aller chercher plus loin. Donc j'espère que celles-ci aussi vous plairont. Sur ma chaîne, je raconte des threads d'horreur, des crimes réels, mais aussi des histoires horribles incroyables. Alors si vous voulez en voir plus et de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos et bien sûr d'activer la cloche pour recevoir la notification. Sur ce, on est parti pour ces 3 histoires d'horreur vraiment incroyables. Venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est l'histoire de Julia. Julia nous explique que cette histoire s'est passée lorsqu'elle avait 17 ans et qu'elle était en école de cinéma. Elle dit que c'est la toute première fois qu'elle a vécu seule, toute seule dans un appartement et qu'elle était très fière de son indépendance. Donc elle nous explique qu'elle habite dans une résidence étudiante et qu'elle ne s'est jamais sentie en danger dans cette résidence puisque pour y entrer, il fallait passer plusieurs codes que seuls les étudiants connaissaient et en plus, sa porte à elle était verrouillée par 3 serrures. Donc elle n'avait aucune raison selon elle de se sentir en danger, elle se sentait même plutôt vraiment en sécurité. Elle dit même qu'elle fait toujours très attention à ce que sa porte soit verrouillée à clé et qu'elle a même un léger toc avec ça, qu'elle vérifie plusieurs fois que la porte est bien fermée, donc il n'y a aucun risque qu'elle s'en aille et que la porte reste ouverte. Ce jour-là, pour une quelconque raison, elle part en cours et elle ferme la porte, sauf que impossible de sortir la clé de la serrure. Donc Julia va chercher le gardien de l'immeuble pour qu'il puisse l'aider, sauf qu'il n'est pas là et qu'elle, elle doit aller en cours. Donc elle décide de laisser sa clé sur la serrure en enlevant les porte-clés qui sont dessus pour que ça soit moins visible. Quand elle est revenue des cours, le gardien était revenu, il est venu naturellement l'aider et au bout de 15-20 minutes, ils ont enfin réussi à sortir la clé de la serrure. À ce moment-là, le gardien lui explique que sa serrure est endommagée, mais qu'il n'y a pas forcément besoin de la changer du moment qu'elle tourne qu'une fois la clé dans la serrure. Julia, elle est ok, de toute façon, comme je vous le disais, elle se sent vraiment en sécurité dans ce bâtiment, donc pas de souci, de toute façon ça sera déjà fermé une fois, c'est déjà pas mal. 2 mois se déroulent avec cette serrure endommagée et un soir, alors qu'elle est au téléphone avec sa sœur et qu'elle descend les poubelles, elle dit qu'elle s'en souvient bien parce qu'elle avait dit à sa sœur qu'après elle allait prendre une douche pour aller à une fête. Elle nous dit que même en sortant les poubelles, elle verrouille toujours sa porte, elle insiste sur le toujours, même si elle descend juste 2 minutes, sauf que là évidemment elle pouvait la fermer qu'une fois. Sauf que le problème c'est que quand elle remonte à son appartement, la porte est déverrouillée et ça l'interpelle vraiment. À ce moment-là, Julia a un doute quand même, elle se laisse le bénéfice du doute, elle rentre dans l'appartement et elle verrouille ses 3 serrures à clé parce qu'elle a peur qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui essaye de rentrer. Elle explique que son appartement, il est agencé de telle manière que quand tu rentres, tu vois directement la pièce principale et tout de suite à gauche, tu as la porte de la salle de bain. Et ce jour-là, elle avait laissé la porte de la salle de bain légèrement entrouverte, assez pour qu'elle voie un homme dans sa douche en train de lui tourner le dos. Évidemment, quand Julia a vu ça, elle s'est précipitée sur sa porte et a tenté d'ouvrir, sauf que malheureusement, il était impossible pour elle d'ouvrir sa serrure, car à cause de l'endommagement, sa clé est restée bloquée. Elle était donc coincée à l'intérieur de son appartement avec l'homme qui lui tournait le dos dans la douche. Julia nous explique qu'à ce moment-là, la seule chose à laquelle elle pense, c'est qu'il faut qu'elle parte très vite. Elle se dirige donc vers la fenêtre de son appartement et elle décide de sauter. Sauf que petit problème, elle habite au 2e étage. Et au moment où elle arrive au sol, elle se fracasse les chevilles. Malgré tout, avec l'adrénaline, Julia parvient à courir et à s'éloigner le plus possible de son appartement. Et lorsqu'elle se retourne, elle voit l'homme à sa fenêtre qui la regarde s'enfuir. À ce moment-là, Julia nous explique qu'elle a 2 possibilités. Soit l'homme saute aussi et il la poursuit, sachant qu'elle n'ira pas très loin avec ses chevilles, soit il reste dans l'appartement de peur de la hauteur. Heureusement pour elle, il a choisi la solution numéro 2. Elle va donc se cacher dans un buisson où elle appelle la police. Ils sont là en une dizaine de minutes car le commissariat n'est pas très loin. Et quand il rentre dans l'appartement, il découvre un homme assis sur le canapé avec un couteau à la main. Il attendait simplement patiemment que Julia revienne. L'homme a donc été arrêté et il avait déjà un casier bien rempli puisqu'il a été déjà connu des services de police pour agression, viol, tentative de meurtre et enlèvement. La police par la suite va lui expliquer exactement comment ça s'est passé. En fait, l'homme s'est faufilé derrière une personne qui est rentrée dans le bâtiment et qui lui a tenu la porte. À ce moment-là, il a entendu Julia au téléphone avec sa sœur. Au moment où elle lui a dit qu'elle allait prendre une douche, il a crocheté sa serrure et c'est pour ça qu'il attendait dans sa salle de bain. Il aurait apparemment repéré Julia depuis plusieurs semaines et la suivait jusqu'à chez elle, jusqu'au jour où il a réussi à entrer. Et apparemment, il serait resté à l'intérieur car il aurait vu l'ancien téléphone de Julia, ne sachant pas qu'elle l'avait changé récemment et donc il pensait qu'elle ne pouvait pas appeler la police ni les secours. Julia, tu as eu très chaud. Honnêtement, je sais pas comment te dire autrement, mais déjà, heureusement que tu as changé de téléphone, comme quoi une action tout à fait banale peut changer votre vie. Donc n'hésitez pas à changer de téléphone. Bizarre comme conseil, on dirait que je travaille pour les marques de téléphone, mais non, changez pas de téléphone, enfin, juste gardez-le avec vous en fait, voilà, c'est mieux.
Julia donc nous explique qu'elle n'habite plus là-bas, mais après cela, l'université a mis en place un dispositif de sécurité plus renforcé, c'est-à-dire que tout le monde devait présenter sa pièce d'identité pour prouver qu'il habitait bien dans le bâtiment. Sympa pour recevoir des potes. Et par la suite, des identifiants ont été mis en place qu'il devait scanner à chaque fois qu'il rentrait dans le bâtiment. Elle explique que par la suite de ça, il ne s'est jamais rien passé d'autre et que c'est redevenu très calme et très convivial. Wouah, cette histoire, elle est incroyable. Vous imaginez, vous rentrez chez vous, il y a la porte qui est entrouverte comme moi là, avec la salle de bain, et vous avez un mec qui est dos comme ça dans la douche. Genre il est comme ça. Ah moi je le vois dans la douche, je suis pas bien, hein. Je l'enroule dans le rideau de douche, je fais un sac avec et je le jette par la fenêtre. Hein. Putain, truc de ouf quand même. La prochaine histoire, c'est l'histoire d'Adrien. Adrien nous explique qu'elle s'est passée il y a 10 ans et qu'à ce moment-là, il avait 14 ans. Il explique qu'à ce moment-là, il est au lycée et que sa mère travaille dans un complexe d'appartements en tant que gérante à côté de son lycée. Donc tous les jours, sa mère vient le chercher plutôt qu'il passe beaucoup de temps dans le bus pour rentrer. Ce jour-là, tout se passe bien, sa mère vient le chercher et le ramène à la maison. Et à peine 10 minutes après qu'il soit rentré, il y a une voiture noire qui s'arrête dans l'allée de sa maison. Et puis quelques secondes après, il entend quelqu'un qui frappe à la porte. Il regarde à travers le Judas et il aperçoit un homme avec un sweat à capuche noire qui est couché sur le palier de sa maison. Adrien il suppose que l'homme pensait qu'il pouvait pas le voir parce que autour de ce Judas, il y a une sorte de couronne, vous savez, qu'on peut mettre pour Noël ou autre chose, et il pensait que du coup le champ de vision était caché, qu'on pouvait pas le voir, sauf qu'en réalité c'était suffisamment large. Donc en fait Adrien il regarde dans le Judas et il voit simplement un homme qui est couché comme ça sur le dos et qui attend. Franchement c'est flippant et c'est hyper chelou. Au moment où Adrien le voit, il court vers sa cuisine, il récupère le téléphone, il appelle la police depuis la fenêtre à laquelle il voit la voiture. Adrien, il s'équipe d'une machette. Il dit de pas le juger parce que c'était l'époque où il trouvait que les épées, etc. c'était cool. Donc lui, il se prenait pour un héros au moment où il prend la machette. Ce qui est une réaction tout à fait raisonnable quand t'as un mec qui frappe chez toi et qui est couché devant ta porte. Donc Adrien se met au coin de sa porte avec sa machette à la main et dans l'autre main au téléphone avec la police. Sauf qu'à ce moment-là, l'homme frappe encore. Et Adrien, il est pris d'un coup de folie et d'un coup de stress et il crie « Partez maintenant ou je vais vous tuer ». Ok, Adrien, faut pas l'emmerder. Hein, parce que s'il disait ça à 14 ans, j'imagine pas maintenant qu'il a 24 ans, vous l'emmerdez, il vous trucide. Hein, c'est bon, il vous récupère chez lui, il vous torture. Adrien, c'est un fou. Il explique qu'à ce moment-là, il avait une voix assez grave grâce à une puberté assez précoce et que du coup, il pense que l'homme a pensé que c'était un homme adulte et il a détalé très très vite jusqu'à sa voiture et il s'est barré tout simplement. Environ 3 minutes s'écoulent, la police arrive. Malheureusement, Adrien n'a aucune caméra donc il est impossible de pouvoir poursuivre cet homme puisqu'ils n'ont aucune preuve, ils n'ont rien en fait. Et les flics lui disent qu'il a très bien réagi et qu'il a respecté les lois de la légitime défense. Ok. Alors, du coup, quand un mec se couche devant votre porte, vous pouvez lui mettre un coup de machette. Vous le serez maintenant à l'avenir. Hein, n'hésitez pas. Ne faites pas ça. Parce que sinon, si ça arrive, je vais me faire tuer. Et je vais me faire arrêter à cause des gens qui ont mis des coups de machette aux gens qui sont couchés devant leur palier. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. Merci. Adrien nous explique qu'il a bien réfléchi à cette histoire et qu'il pense que c'était un cambrioleur et que le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'il les avait sûrement repérés bien avant puisqu'il savait sûrement que c'était une mère célibataire et son enfant seul dans la maison. Bien sûr, comme c'est aux États-Unis, pour augmenter la sécurité, ils ont rajouté des serrures sur leurs portes, etc. Pas du tout. Ils ont acheté une arme de poing, voilà, un 9 mm. Ok, bienvenue aux États-Unis. La troisième et dernière histoire, c'est l'histoire de Sarah et elle nous explique qu'elle s'est déroulée lorsqu'elle avait 11 ans. Elle était alors en vacances avec sa mère et son frère cadet à Port Elizabeth, là où vit une partie de sa famille. Elle explique que comme Port Elizabeth c'est à côté de la plage, son frère et elle étaient plus enthousiastes à passer du temps dans l'eau qu'à l'intérieur. Donc ils ont profité d'une journée ensoleillée avec leur mère pour aller à la plage. Sarah a sorti sa petite planche de surf et ils sont partis pour profiter donc de l'océan. Son frère et elle, ils ont couru vers la plage et vers les escaliers, vous savez, qui descendent vers la plage, sauf qu'à un moment, Sarah, elle se fige, elle a l'impression qu'il y a un regard sur elle. Donc déjà, Sarah, elle a un radar, elle a un instinct surdéveloppé. Elle dit qu'elle a appris en fait depuis toute petite à remarquer son environnement et à surveiller les gens en particulier. Donc elle regarde autour d'elle à la recherche de ce qui pourrait l'interpeller et elle voit deux hommes à peu près 20 mètres d'elle au milieu de la foule qui sont en train de la fixer et de lui faire des sourires un peu bizarres. Sarah, elle leur rend leur sourire en les regardant un peu fixement pour leur faire comprendre qu'elle les a vus. Et elle nous donne un conseil, donc Sarah en fait c'est une agent secret à 11 ans, mais bon voilà. Soyez amical, pas naïf, soyez poli, mais ne faites pas confiance. Ok Sarah, merci. Alors elle, il lui arrivera jamais rien dans la vie, je pense. Hein. Elle t'aura déjà fait une clé de bras, elle t'aura fait un écrasement arrière, alors que t'auras rien fait, ça se trouve. Non, Sarah, t'as raison. Sois méfiante, honnêtement. Sarah, elle continue un petit peu à les observer en continuant sa route vers la plage et elle se sent un peu déstabilisée. Parce qu'en fait, les deux hommes
sont au milieu de la foule, ils se parlent pas et ils ont l'air de se déplacer seulement quand Sarah détourne le regard. Bon voilà, elle est en alerte, elle décide de continuer à faire attention, mais elle continue sa route, elle saute dans le sable et elle se dirige donc vers la mer. Sa mère et sa grand-mère s'installent sur la plage et c'est finalement de là que vont partir son frère et Sarah vers l'océan pour pouvoir profiter donc des vagues, etc. Un peu de temps passe et alors qu'elle est dans l'eau, elle remarque ces hommes qui sont en train de patauger pas très loin d'elle et elle se sent à ce moment-là un peu idiote de toujours s'inquiéter pour eux. Mais elle n'arrive pas à se défaire de ce sentiment de malaise, donc elle retourne s'asseoir sur la plage près de sa mère et elle a toujours l'impression d'être observée, mais elle ne voit personne qui la regarde. Au bout d'un moment, Sarah elle attribue ça à la paranoïa et elle retourne à l'eau tranquillement. Son frère était lui sorti de l'eau, il faisait une sorte de château de sable et Sarah nous explique qu'elle se sert de ce repère pour savoir où elle se trouve dans l'eau à chaque fois qu'elle remonte un peu à la surface et qu'elle plonge, etc. D'un coup, quand elle sort de l'eau, elle sent comme un frisson dans son dos et elle se retourne et elle voit les hommes à quelques mètres d'elle qui lui font des grands sourires un peu malsains et qui lui font signe de venir vers eux. Sarah nous explique que comme elle s'amusait un peu dans l'eau, elle ne les a pas vus du tout s'approcher. Elle dit que l'adrénaline la commence à monter, qu'elle est de plus en plus mal à l'aise parce que leur regard semble vide, ils continuent à lui faire des sourires trop bizarres. Donc elle leur rend simplement le sourire, hoche la tête pour répondre à leur signe de venir vers eux et elle continue son chemin dans l'eau. Sauf que quelques secondes après, ses craintes se confirment, les hommes sont en train de nager vers elle. Elle explique qu'elle sait très bien qu'elle n'aura pas la force de nager plus vite qu'eux et qu'en plus de ça, elle est trop loin du bord pour que quelqu'un l'entende crier. Les hommes se rapprochent de plus en plus qu'elle, mais alors qu'elle est sur sa planche, une grosse vague arrive, ce qui lui permet de se mettre en position pour prendre de l'élan et s'éloigner assez loin des hommes. Elle explique que la vague est arrivée alors qu'ils étaient à peu près à 1 mètre d'elle et que grâce à cette vague, elle est passée limite devant eux. Pendant quelques secondes, Sarah est soulagée, sauf qu'au même moment, elle sent quelque chose qui lui saisit la cheville et qui la tire vers le bas. Là, elle est prise d'un coup de panique. Elle explique que par réflexe, elle met un coup de pied avec son autre pied qui n'est pas saisi et que grâce au fait qu'elle avait mis de la crème solaire, elle était glissante et donc elle arrive à se libérer de son étreinte. Une autre vague juste après ça l'a ramenée sur la plage. Elle l'a été en train de tousser tellement elle avait bu la tasse en paniquant. Elle court vers son frère, lui explique ce qui vient de se passer et elle lui demande qu'il rentre vite. Sarah jette un coup d'œil derrière elle et elle voit les deux hommes debout dans l'eau en train de continuer à lui sourire de manière très malsaine tout en continuant de la saluer. À partir de là, elle est restée tout le temps avec sa mère et elle avait qu'une envie, c'était de rentrer chez elle et de partir d'ici. Au moment où ils sont partis, elle est retournée vers sa voiture et quand elle s'est retournée pour regarder par la fenêtre, ils étaient encore là en train de la fixer. Deux hommes adultes qui se tenaient là, fixant et regardant de manière très malsaine un enfant qu'ils avaient tenté d'attraper. Ils ont fini par se retourner et ont disparu dans la foule. Waouh, il y a vraiment des gens chelous quand même. Ça me fait penser à It Follow, je sais pas si vous l'avez vu, le film, genre les mecs qui te suivent jusqu'au bout quoi. Ils ont un radar et c'est deux malades quoi. Ils sont allés choper une gamine de 11 ans. Putain. Sarah, très bon réflexe, hein, devient agent secret. Pourrait très bien devenir 007. T'as un radar déjà dans le cerveau parce que t'as repéré les mecs dès le début. Donc profites-en, profite de ton talent, hein, parce que bon. Et voilà, c'est déjà la fin de ces 3 threads d'horreur. J'espère qu'ils vous ont plu. Les mécaniques étaient vraiment différentes et j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça change de ce qu'on voit un peu d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires, à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner. Moi, ça me soutient énormément et pour vous, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas et en plus, je vous serai averti lors des prochaines vidéos. Voilà, on active la petite cloche, ling 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 là. Et puis on est parti. Bon, bah j'ai plus rien à dire, je pense qu'on peut y aller. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, ce que vous voulez. Et à la semaine prochaine. Bisous à la famille.